Pensez-vous que l'intelligence artificielle puisse permettre de résoudre des affaires criminelles non élucidées depuis près de 40 ans? C'est ce qui semble présager le destin de l'affaire Grégory. Aujourd'hui, grâce à une technique récente qu'on appelle la stylométrie, on pense pouvoir mettre le doigt sur les fameux corbeaux qui ont harcelé la famille pendant plusieurs années. Rappelez-vous de ces mots qu'ont écrit le corbeau dans le cadre d'une lettre de revendication. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui te redonnera ton enfant. Voilà ma revanche, pauvre con. C'étaient les mots de ce fameux corbeau qui a harcelé la famille Villemain pendant plusieurs années dans les années 80, avant de passer à l'acte. Un acte horrible et criminel qui a conduit à l'assassinat du petit Grégory, âgé seulement de 4 ans au moment des faits. Bienvenue à tous sur ma chaîne, ici Maître Diane Ayeva Ingani, avocate à Paris depuis 5 ans. Par ailleurs, si vous avez des demandes et des procédures quelconques pour lesquelles vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à contacter mon cabinet. Mais avant toute chose, il est important de liker cette vidéo pour m'encourager à continuer de vous produire du contenu informatif et de vous décortiquer des affaires emblématiques françaises. Alors aujourd'hui, on va traiter d'une affaire énigmatique, une affaire dont l'enquête dure déjà depuis près de 40 ans. Vous l'avez certainement compris à ce stade, il s'agit de l'affaire du petit Grégory. Pour comprendre l'affaire du petit Grégory, il faut comprendre la structure du clan familial, la famille Villemain. À la tête de cette famille, nous avons Monique et Albert, les patriarches. Monique et Albert ont plusieurs enfants, dont Jean-Marie Villemain, qui est le papa du petit Grégory, qui est la victime sacrifiée à l'autel de la haine dans le cadre de cette affaire. Autour de cette famille, nous avons donc le cousin germain, Bernard Laroche. Pour ceux qui connaissent un minimum cette affaire, vous savez que Bernard Laroche est l'un des premières personnes à avoir été accusé du meurtre du petit Grégory dans le cadre de cette affaire. Alors, où se situe Bernard Laroche sur cet arbre généalogique? Bernard Laroche est le cousin germain de Jean-Marie Villemain. C'est le fils de sa tante, la sœur de Monique qui est décédée en donnant naissance à Bernard Laroche. Bernard Laroche est lui-même marié à Marie-Ange Boll et ils vivent ensemble avec la petite sœur de Marie-Ange Boll qui n'est personne d'autre que Muriel Boll, un témoin clé majeur dans le cadre de cette affaire Grégory. Enfin, nous avons la famille Jacob. Qui sont les Jacob? Alors, si vous avez suivi un petit peu l'actualité de cette affaire, vous savez qu'il y a 2 membres de la famille Jacob qui ont récemment été accusés puis mis en examen pour être suspectés d'avoir été l'un des corbeaux qui a menacé la famille depuis plusieurs années. Alors, les Jacob, c'est la famille de Monique Villemain qui est née Jacob. Et les 2 personnes qui ont été suspectées ces dernières années comme avoir été les corbeaux, Marcel et Jacqueline Jacob. Voilà un petit peu la structure de la famille Villemain. Ce n'est pas qu'un arbre généalogique que je viens de vous décrire, mais c'est des années de conflits, des années de rancune, des années de scandales que je vais vous expliquer tout de suite et qui ont par la suite mené malheureusement au drame du 16 octobre 1984, constitué par l'enlèvement et le malheureux assassinat du pauvre petit Grégory. Pour parler de cette famille et des scandales qui ont longtemps choqué et bouleversé les membres de la famille Villemain, il faut remonter à l'année 1944. À la fin de la guerre, Gaston Villemain, le père d'Albert Villemain, revient de captivité et découvre que sa femme s'est enfuie
avec un soldat allemand. Noyé par le chagrin, il décide de se suicider et de mettre fin à ses jours en se pendant. Le deuxième scandale, enfin ce qui était considéré comme un scandale à l'époque et ce qui aujourd'hui finalement n'est rien d'autre qu'un fait commun, d'accord, c'est la naissance de Jackie Villemin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jackie Villemin n'est pas le fils d'Albert Villemin. Lorsque Albert Villemin rencontre Monique, elle est enceinte de Jackie, donc le frère aîné de la fratrie de Jean-Marie, et Albert décide d'épouser Monique et ensuite de reconnaître Jackie qui n'est pas son enfant. Ces deux faits ont constitué des éléments, enfin ont nourri la haine du corbeau pendant plusieurs années. Alors, premièrement d'ailleurs, qu'est-ce qu'un corbeau? Parce que j'imagine que vous ne savez pas ce qu'est le corbeau. Dans cette affaire, on entend souvent parler du corbeau, du corbeau, du corbeau. Alors le corbeau, c'est tout simplement une personne qui menace anonymement une famille ou un tiers dans le but de semer le trouble, créer des jalousies, diviser la famille ou tout simplement dans le seul et unique but d'harceler une personne et de créer un mal-être auprès de cette personne. Alors, le corbeau commence à sévir au début des années 80, lorsque les téléphones fixes émergent dans les foyers. C'est aussi le début des premiers canulars. Et c'est à ce moment-là que Monique et Albert, qui sont les premiers membres de la famille à disposer d'un téléphone fixe, commencent à recevoir des appels d'un fameux corbeau. Ce corbeau est très insultant, il se moque de la famille Villemin et des nombreux scandales qui ont malheureusement marqué cette famille. Il se moque de l'histoire de la famille d'Albert, notamment du suicide de son père, Gaston, et il pousse même Albert lui-même à se suicider. Par ailleurs, de manière anecdotique, il lui fait une blague. Il appelle les croque-morts et il informe, et là je parle du corbeau, donc le corbeau appelle les croque-morts et il leur informe de manière mensongère que Albert s'est suicidé comme son père et s'est pendu dans sa maison. Et donc il demande aux croque-morts de se rendre chez les Villemin afin de récupérer le corps d'Albert. Et quand les croque-morts arrivent, c'est Albert lui-même qui ouvre la porte, donc le fameux Decuius, comme on dit en latin, c'est le défunt même qui ouvre la porte et qui est surpris de voir les croque-morts se déplacer à son domicile pour venir lever son corps. Donc ça, c'est l'une des mauvaises blagues qu'a fait le corbeau, mais il se moque aussi de la situation de Jackie Villemin, qu'il appelle le bâtard. Il crée même des rumeurs, des mensonges, insinuant qu'il y aurait un autre bâtard dans la famille et que Monique aurait eu un ou plusieurs autres enfants avec un autre homme qu'Albert, ce qui a été totalement contesté par la suite puisque des tests ADN ont révélé que, outre Jackie, tous les autres enfants étaient bel et bien les enfants d'Albert. Tout ça pour vous dire que le corbeau est là pour semer le trouble, diviser la famille et créer la haine. Ce qui a malheureusement fonctionné et ce qui a conduit in fine à l'enlèvement du petit Grégory qui a été malheureusement sacrifié à l'autel de cette haine familiale. Si vous avez apprécié ma vidéo jusqu'à présent et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à liker la vidéo et laisser un petit commentaire pour me dire d'ores et déjà de ce que vous pensez de cette affaire du petit Grégory. Au milieu des années 1981, aux alentours de juillet 1981, le corbeau décide de rediriger et de concentrer toute sa haine à l'encontre de Jean-Marie Villemin. Ce qui va se passer, c'est qu'en juillet 81, Jean-Marie Villemin et sa femme Christine vont eux aussi acquérir un téléphone fixe. Et c'est à ce moment-là que l'affaire prend une autre tournure. Il faut savoir que la famille Villemin est installée dans une région qu'on appelle les Vosges. C'est une région qui est très rustique, où il y a une mentalité et un terroir qui est extrêmement fort. Il y a également beaucoup d'usines et beaucoup d'ouvriers. Christine et Jean-Marie sont donc issus d'une famille ouvrière. Les membres de cette famille travaillent en majorité dans des usines, notamment des usines de filature. Ce qui va se passer, c'est que Jean-Marie, qui est un homme
très talentueux, très éloquent et éduqué à l'époque, même s'il n'a pas de diplôme, réussit à avoir une promotion sans équivalent dans son usine. Il est nommé contremaître. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contremaître? C'est tout simplement un chef, c'est-à-dire un superviseur qui va donc diriger les affaires dans le cadre de l'usine. Et cette nouvelle fait l'objet d'un tollé dans la famille, puisque Jean-Marie a réussi à sortir de sa condition sociale et s'élever de la société. Il commence lui aussi à faire l'objet d'une haine sans équivalent. Et c'est donc à ce moment, de manière assez concomitante à sa promotion, que Jean-Marie et Christine commencent à être harcelés. Grâce à cette promotion de contremaître, Jean-Marie réussit à obtenir un prêt. Il se construit une très belle maison dans les hauteurs de la ville. Avec sa femme, il s'achète une nouvelle voiture et élève tranquillement leur fils Grégory. Et donc le corbeau menace Jean-Marie Villemain et on comprend dans la haine la jalousie, et particulièrement cette jalousie est dirigée par rapport à sa situation professionnelle et notamment donc son poste de contremaître. Dans ses courriers, le corbeau appelle Jean-Marie le chef. Il menace de brûler sa voiture, il menace de brûler sa maison. À un moment donné, il y a même quelqu'un qui est rentré par effraction dans la maison et qui a cassé les fenêtres ou l'une des fenêtres de Christine et Jean-Marie jusqu'à ce fameux jour du 16 octobre 1984. Le corbeau commet l'irréparable et enlève le petit Grégory. Revenons sur cette fameuse journée du 16 octobre 1984. Ce jour-là, Christine Villemain finit donc sa journée de travail. Elle travaille dans une usine de filature et elle décide donc d'aller chercher Grégory, qui est gardé chez sa nounou. Elle récupère Grégory et elle remonte dans les hauteurs de la ville, à l'Épange sur Vologne. Grégory voulait jouer un petit peu. Donc, comme Madame Christine Villemain avait du repassage, elle décide de laisser Grégory jouer devant la maison en attendant, pendant qu'elle s'occupait de ses tâches ménagères. Il est environ 17h lorsqu'elle laisse son fils Grégory jouer tranquillement sur le gravier qui se trouvait devant la maison. Après 17h20 environ, elle décide d'aller voir si tout allait bien. Il commence à faire nuit, il commence à faire froid. Elle décide donc de sortir pour demander à Grégory de rentrer à la maison. Quand elle sort, Grégory a disparu. Elle demande aux voisins, où est Grégory? N'avez-vous pas vu Grégory? Les voisins répondent par la négative. Elle décide de retourner chez la nounou puisque Grégory a un copain chez la nounou. Peut-être qu'il avait envie de revoir son copain et il s'est rendu tout seul à pied chez la nounou. Alors elle croise les doigts et elle se dépêche de se rendre chez la nounou pour voir si Grégory ne s'y trouvait pas. La nounou lui répond « Je n'ai pas vu Grégory depuis que vous êtes parti ». À ce moment-là, Christine commence à paniquer. Elle alerte son mari qui décide d'arriver de manière précipitée et les deux appellent les gendarmes. Grégory a disparu. Les gendarmes commencent à lancer les recherches et à 17h25, en tout cas aux alentours de 17h20 et 17h30, Michel, l'un des frères de Jean-Marie, reçoit un appel anonyme. C'est le corbeau qui lui dit « J'ai enlevé l'enfant. La mère est en train de le chercher, mais je l'ai enlevé et je l'ai jeté dans la Vologne. » La Vologne, donc, c'est une rivière qui se situe dans les Vosges. Alors, les gendarmes recentrent leur enquête vers la Vologne. Tout le monde se dirige vers la rivière et pour essayer de retrouver le corps de Grégory. Malheureusement, après quelques minutes de recherche, Grégory est trouvé en contrebas de la Vologne avec les pieds et les mains liés et bonnet sur la tête. Christine Villemain est abattue, Jean-Marie aussi, ils sont choqués. Les gendarmes commencent donc à enquêter. Quelques jours après avoir retrouvé le corps du petit Grégory, tout le village est interrogé. Il faut savoir que
Le lendemain du meurtre de l'enfant Grégory, Jean-Marie Villemain reçoit une lettre anonyme qui comprenait les mots durs que je vous ai cités en début de propos. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui te redonnera ton enfant. Voilà ma revanche, pauvre Caen. Le corbeau revendique donc son meurtre le lendemain. On a affaire à un psychopathe, quelqu'un qui a besoin de voir Jean-Marie Villemain souffrir et de revendiquer cet acte atroce. Ce qui va se passer, étant donné qu'ils ont cette pièce majeure entre les mains, les gendarmes décident donc de demander à tous les riverains de passer à la dictée afin que l'on puisse comparer les écritures des membres de ce village à celles du corbeau. Pour savoir ce qui s'est passé, il faut que je vous parle de quelqu'un de très important dans cette affaire. C'est le juge d'instruction, le juge Lambert, appelé célèbrement le petit juge. Dites-moi en commentaire si vous connaissez le petit juge et le destin qu'il a eu dans cette affaire dramatique. Alors, quand le petit juge arrive dans la ville des Vosges, il n'a que 32 ans, d'accord? Il n'a que très peu d'expérience. Ok, c'est pas le juge, c'est pas le magistrat qui a obtenu les meilleures notes lors de cet examen, et son comportement va avoir une empreinte majeure dans le cadre de cette affaire. Et son manque d'expérience va avoir un impact majeur dans le cadre de cette affaire. Lorsque le juge Lambert arrive dans les Vosges et qui prend son poste à Épinal, c'est un juge qui a très peu d'expérience. Il n'a que 32 ans et en plus, au moment où il prend son poste, il est seul à s'occuper de 2 cabinets. Au moment où l'affaire Grégory se passe, le juge d'instruction a devant ses 2 cabinets près de 189 affaires. On a donc affaire à un juge qui manque d'expérience et en plus qui est débordé. Ces éléments vont avoir un impact sans précédent dans le cadre de cette affaire puisque le juge Lambert va succéder les erreurs judiciaires qui vont plonger cette enquête dans un tourment interminable. Quand le juge Laroche prend l'affaire, il décide de travailler avec les gendarmes. Je vous précise ça parce qu'à ce moment-là, il y a une certaine concurrence entre les gendarmes et la police. Donc c'est comme 2 commerçants qui proposent des services différents, mais qui veulent tous avoir les mêmes clients. À ce moment-là, le juge Lambert décide de travailler avec la gendarmerie. Et ce qui va se passer, c'est qu'au moment d'ordonner les expertises en graphologie, pour pouvoir comparer les différentes lettres qui ont été écrites par les riverains du village, le juge Lambert, sa première faute décisive. Il va demander à ce que ces expertises soient diligentées par la gendarmerie. Il demande donc à la gendarmerie de nommer les experts alors que la procédure veut que ce soit lui qui nomme l'expert par voie d'ordonnance. Les gendarmes lui précisent que ce n'est pas à eux de nommer l'expert, mais bien à lui par voie d'ordonnance. Mais comme il manque d'expérience et qu'il est débordé, il insiste et l'expert est nommé par les gendarmes. Grâce aux expertises graphologiques, on comprend que Bernard Laroche est l'un des potentiels corbeaux. Et s'il est le corbeau, c'est potentiellement lui enlever puis assassiner le petit Grégory. Les gendarmes recentrent donc leur enquête vers Bernard Laroche. Ils décident de l'interroger. Et Bernard Laroche a un alibi. Il dit qu'il est parti rendre visite à un membre de la famille après être sorti de l'usine et qu'après il est rentré chez lui. Et quand il est rentré chez lui, il a trouvé sa belle-sœur Muriel Boll à domicile. Alors les gendarmes se dirigent vers Muriel Boll pour confirmer l'alibi de Bernard Laroche. Et c'est à leur grande surprise que Muriel Boll fournit un témoignage tout à fait différent. Elle affirme qu'après être rentrée du collège, Bernard Laroche n'était pas là. Et donc Muriel Boll considère que c'est elle qui est arrivée en premier lieu au domicile et que Bernard Laroche n'était pas là. Sur la base de cette contradiction, Muriel Boll est interrogée
Et après quelques heures d'interrogatoire, elle craque. Elle avoue avoir passivement participé au crime du petit Grégory. Ce qu'elle explique est assez clair. Elle est sortie du collège, donc aux alentours de 16 heures, et à la sortie du collège se trouvait Bernard Laroche, qui l'appelle par son surnom mignon, Bouboule. Et il lui demande de venir avec elle dans la voiture. Elle monte dans la voiture et elle trouve Sébastien, le fils de Bernard Laroche et de Marie-Ange Laroche. Ensemble, ils sont allés dans les hauteurs de la ville, à l'Épange-sur-Vologne. À ce moment-là, Bernard Laroche sort de la voiture, enlève le petit Grégory et l'emmène avec lui dans la voiture. Ensuite, ils partent à un autre endroit, dans un village qu'elle ne connaît pas, certainement près de Docelles, c'est ce qu'elle explique. Et à ce moment-là, Bernard Laroche lui demande de surveiller le petit Sébastien. Il sort avec l'enfant Grégory et il revient tout seul. Coup de tonnerre. Ce qu'elle nous dit tout simplement, c'est que c'est Bernard Laroche qui a enlevé puis assassiné le petit Grégory. Et c'est à ce moment-là que le juge Lambert trouve bon de faire une seconde erreur. Je vous explique. Les gendarmes, choqués par ces aveux, donc appellent le chef de l'instruction, le juge d'instruction Lambert, pour leur dire que Muriel Boll était passée aux aveux. Et ce que va trouver bon de répondre le juge Lambert, c'est de lui demander de rentrer chez elle et qu'elle sera interrogée le lundi quand il sera revenu du week-end. Alors, il avait un week-end à faire en Algérie ou je ne sais plus où, donc il n'avait pas le temps de se dépêcher à la gendarmerie pour écouter lui-même Muriel Boll. Alors, Muriel Boll rentre chez elle, on lui demande de ne rien dire à sa famille, ce qu'elle respecte bien évidemment pour se protéger. Le lundi, le juge d'instruction la convoque à son cabinet et l'interroge de nouveau. Elle confirme ce qu'elle a dit le vendredi. Bernard Laroche est bien venu la chercher à la sortie du collège. Ils se sont rendus dans les hauteurs de la ville et il a enlevé le petit Grégory. À la suite de ça, l'enquête est censée être élucidée, en tout cas est sur le point d'être élucidée. Bernard Laroche est arrêté et placé sous mandat de dépôt. Le juge Lambert va faire à ce moment-là encore une troisième erreur. Il va donner une interview au moment même où il libère Muriel Boll et au moment où il arrête Bernard Laroche. Les journalistes lui demandent pourquoi il a arrêté Bernard Laroche, pourquoi l'enquête se dirige vers Bernard Laroche et quels sont les éléments, les indices, les éléments de preuve qui ont conduit à l'arrestation de Bernard Laroche. Le juge d'instruction qui est censé protéger le secret de l'instruction révèle donc à ce moment-là publiquement que c'est des expertises graphologiques qui ont donc donné lieu à cette arrestation, mais aussi un témoignage phare. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Muriel Boll est très jeune, elle a 14 ou 15 ans, donc elle est très influençable. Et dans cette interview, le juge Lambert, le juge d'instruction, révèle c'est Muriel qui a donné l'information selon laquelle elle se trouvait dans la voiture au moment même où Bernard Laroche enlevait le petit Grégory. Résultat, le lendemain, Muriel Boll se rétracte. Le secret de l'instruction est un principe d'enquête qui est censé protéger le juge d'instruction pour lui permettre de mener son enquête en toute tranquillité. Et là, c'est ce même juge d'instruction qui décide de violer le secret de l'instruction, mettant ainsi en danger son témoin mineur qui, au moment des faits, se trouve dans sa famille. Qui sait, peut-être Muriel Boll a subi une pression familiale, ce qui a conduit à ses rétractations le lendemain. Ce qui va se passer, c'est que le lendemain, Muriel Boll, avec sa famille, décide d'appeler les médias et considère que si elle a fait ces révélations, c'est simplement parce que les gendarmes lui ont mis la pression. Ils l'ont menacé de l'envoyer en centre de détention pour mineurs, etc. Ils lui ont mis la pression, mais qu'elle n'a jamais été dans la voiture avec Bernard Laroche et qu'il est innocent. Elle le répète, Bernard est innocent, mon beau-frère est innocent. Et à partir de ce moment même, l'enquête piétine. Parce que Bernard Laroche, comme tout prévenu, a le droit de se défendre. Droit de la défense, par ailleurs, qui est un principe garanti par la Constitution. Donc, lorsque
son avocat parisien, arrive dans les Vosges. La première chose qu'il va vérifier, c'est de savoir si la procédure a été respectée. Et si vous ne le savez pas, il est possible de faire tomber toute une enquête rien que pour une question de violation de la procédure. Donc, ce qu'il vérifie, c'est si le juge Lambert et les gendarmes ont respecté la procédure judiciaire en matière pénale. Il tombe sur l'erreur fondamentale dont je vous ai parlé au début, à savoir le juge Lambert a nommé un expert en passant par les gendarmes alors qu'il devait le faire par voie d'ordonnance. Et sur la base de cette erreur, l'avocat de Bernard Laroche fait tomber toute la procédure. Après quelques jours de détention, Bernard Laroche est remis en liberté. Ce qui va profondément bouleverser et choquer Jean-Marie Villemin et sa femme, puisqu'ils sont persuadés que c'est le cousin de Jean-Marie Villemin, donc Bernard Laroche, qui est responsable du décès de leur enfant. Bernard Laroche est en liberté. Son avocat veut donc redorer son image. Il fait des interviews avec son fils Sébastien et sa femme Marie-Ange. Il y a toute une campagne de réhabilitation qui est faite à ce moment-là. Donc ils se mettent en scène avec leur enfant et donc ils mettent en scène leur belle famille, ce qui énerve d'autant plus Jean-Marie Villemin, qui lui est brisé, d'accord, qui lui n'a plus d'enfant et qui est totalement dans une situation qu'il estime être injuste, puisqu'il voit le présumé assassin de son fils en liberté et être interrogé par les médias. Il faut savoir qu'à ce moment-là, tout le monde veut un ténor du barreau. Les ténors du barreau se trouvent en majorité à Paris. Donc Jean-Marie Villemin et Christine Villemin ont un avocat qui est un avocat parisien. Donc au moment des faits, quand tout se passe, ils se sentent seuls. Comme l'avocat est un avocat parisien, il n'est pas à proximité d'eux pour les rassurer. Et c'est donc ce qui va causer cette décision malheureuse de Jean-Marie Villemin qui va encore pousser l'enquête dans une autre dimension, c'est celle d'aller tuer Bernard Laroche quasiment devant toute la France. Seulement 55 jours après avoir été libéré, Bernard Laroche décède après avoir été tué par un fusil à pompe par Jean-Marie Villemin. Bernard Laroche décède et le juge d'instruction est face à l'échec de son instruction. L'enquête piétine et il y a une nouvelle victime de plus qui est Bernard Laroche. Il décide donc, suite à cet échec, d'arrêter de travailler avec les gendarmes et saisit la police pour la suite de l'enquête. Et qui dit nouvel enquêteur dit nouvelle piste. Les policiers veulent déconstruire toute l'enquête qui a été faite par les gendarmes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'époque, ils sont en concurrence. Donc, ce qu'ils veulent montrer, c'est que l'enquête des gendarmes a été mal faite et que les pièces n'ont pas été bien étudiées et que les pistes explorées par les gendarmes n'étaient pas les bonnes pistes. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont demander à d'autres experts en graphologie d'étudier les différentes dictées qui ont été faites par les membres du village. Et encore, nouveau rebondissement, l'un des experts considère que l'écriture qui se rapproche le plus de l'écriture du corbeau est celle de Christine Villemin, qui n'est personne d'autre que la mère du petit Grégory. Donc à ce moment-là, l'enquête se dirige et se recentre vers Christine Villemin, qui devient du jour au lendemain le suspect principal dans le cadre de cette affaire. On continue à interroger, donc les policiers continuent à interroger les riverains, dont les collègues de Christine Villemin, qu'on appelle les filles de la poste à ce moment-là. Parce qu'elles considèrent qu'au moment où le corbeau postait la lettre, à savoir le 16 octobre aux alentours de 17h30, elles considèrent avoir vu Christine Villemin à ce moment même en train de poster. Et donc Christine Villemin, qui est contre-interrogée, affirme que c'était pas ce jour-là, c'était pas le 16 octobre, que c'était la veille. Et que les vêtements décrits par ses collègues, les filles de la poste, c'était pas les vêtements qu'elle avait portés le 16 octobre, c'était des vêtements qu'elle avait portés la veille. Ce qui a par ailleurs été vérifié. Coup de tonnerre, Christine Villemin est par la suite inculpée
et incarcéré pour le meurtre de son propre fils Grégory. Alors là, la France est choquée. Vous savez, l'opinion publique dans ce type d'affaires, quelque part, ce qu'ils aiment, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment du fait divers. À savoir que plus l'affaire est exceptionnelle, plus l'affaire est criminelle, plus cette affaire va prendre de l'ampleur. À ce moment-là, ça arrange beaucoup de personnes que ce soit Christine Vilma la coupable. Premièrement, ça arrange les avocats de Bernard Laroche et de sa femme, Marie-Ange Laroche, puisque depuis que l'enquête se tourne vers Christine Vilma, ils sont confortés dans le fait que Bernard Laroche est décédé pour rien et qu'il était innocent effectivement dans cette affaire. Le fait de condamner Christine Vilma arrange aussi les médias puisqu'ils arrivent à vendre plus de journaux, puisque l'affaire intéresse de plus en plus de Français. Il y a même des personnes qui se rendent dans les Vosges pour visiter les tombes de Bernard Laroche et du petit Grégory. D'accord? Mais ça arrange aussi les enquêteurs. Je vais vous dire que dans cette affaire, il y a quelque part beaucoup de sexisme, puisque le chef de la brigade, à ce moment-là, est en quelque sorte un peu fasciné par Christine Vilma. D'ailleurs, il y a un reportage Netflix qui a été fait et quand il parle de Christine Vilma, il en parle vraiment avec des mots qui sont assez étranges, étonnants. Il dit qu'au moment où il arrive sur les lieux, au moment où il va à l'encontre de Jean-Marie Vilma et de Christine Vilma, il trouve que Jean-Marie Vilma est quelqu'un de... Voilà, un papa qui est affecté, un père de famille qui est sous le choc et il joue bien le rôle du père de famille endeuillé. Mais par contre, Christine Vilma, elle est un peu bizarre, elle est détachée. Et puis, à ce moment-là, elle avait mis un col roulé qui la rendait assez séduisante. Et quand il arrive sur les lieux, il comprend que voilà, ce qu'il voit, c'est une femme à qui on a plus envie de faire la cour plutôt qu'une mère qui est endeuillée et qui est triste pour le décès de son enfant. Donc il y a une sorte de fascination autour de la mère, fascination que partage aussi le juge d'instruction, puisque dans son premier livre, Le Petit Juge, il dit que Christine Vilma est une femme assez séduisante. Donc on comprend bien que dans le cadre de cette affaire, quand l'enquête se dirige vers Christine Vilma, tout le monde a intérêt à ce que ce soit la mère. Vous savez, il y a une sorte de fascination autour de l'enfanticide, du fait de savoir que c'est la mère qui a tué son propre enfant. Donc Christine Vilma devient dans les années 85 la femme la plus détestée de France. Dieu merci, quand elle arrive en prison, elle est enceinte. Et malheureusement, elle est enceinte de jumeaux et malheureusement, elle perd l'un de ses enfants. Choquée pour avoir été inculpée pour le meurtre de son propre fils. Et elle décide d'entamer une grève de la faim pendant 15 jours. Après 15 jours de rébellion, Christine est finalement libérée et elle fait appel, puis forme un pourvoi en cassation contre cette décision de mise en accusation par la chambre d'accusation. Et en 1993, elle est totalement réhabilitée grâce à un non-lieu. Parce que vous savez, en général, ce que disent les non-lieux, c'est qu'il n'y a pas d'éléments probants assez suffisants pour condamner la personne qui est inculpée. Mais ce non-lieu va encore plus loin parce que ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y avait aucun élément dans l'affaire qui permettait d'inculper la mère de l'enfant, soit Christine Vilma. On est encore face à une autre erreur judiciaire qui crée de l'injustice dans l'injustice, puisque les victimes deviennent des coupables. Et par ailleurs, les avocats des Vilma ont été choqués d'avoir été des avocats de partie civile, puis avoir été, peu de temps après, les avocats de mis en cause, puisque Jean-Marie Vilma, après l'assassinat de Bernard Laroche, donc est emprisonné et incarcéré et passe donc de partie civile à inculpé. Et puis par la suite, Christine Vilma elle-même, qui est la mère de l'enfant, qui est partie civile, devient du tout au tout le suspect principal dans cette affaire. Donc il y a un basculement qui est sans aucun précédent, ce qui explique aussi pourquoi cette affaire a autant défrayé la chronique et continue de le faire jusqu'à aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé et pour ceux qui n'ont pas encore liké la vidéo, c'est le moment ou jamais de le faire.
likez la vidéo, commentez la vidéo afin que je puisse continuer à vous décortiquer cette affaire énigmatique. Aux alentours de 1987, le juge Lambert démissionne. Un nouveau juge prend le relais sur l'affaire, un nouveau juge d'instruction qui s'appelle le juge Simon. Un juge qui est cette fois-ci expérimenté. Il reprend l'enquête depuis le début, d'accord? Il réinterroge tous les témoins, tous les riverains de la ville, etc. Il renomme de nouveaux experts, cette fois-ci par les bonnes procédures. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va faire l'objet d'un acharnement de la part des avocats de la famille Laroche. Et dans le cadre d'une interview qu'il aurait donnée, une interview dans laquelle il aurait été piégé par des journalistes, il va être accusé en 1993, il me semble, d'avoir violé le secret professionnel. Et peu de temps après, il tombe gravement malade, il fait un infarctus. Ensuite, pendant plusieurs jours, il est dans le coma et malheureusement, ce juge décède. Dans cette affaire, il y a une sorte de malheur des juges. Parce que le juge Lambert, qui a démissionné en 1986-1987, il a par la suite continué sa carrière professionnelle. Il a été nommé magistrat dans des tribunaux plus petits. Il a écrit des livres. Et coup de tonnerre, en 2017, il se donne la mort. Il se pend et dans sa lettre posthume, il considère qu'il n'est plus en mesure d'être le bouc émissaire suite aux nombreuses erreurs judiciaires qu'il aurait faites dans le cadre de cette affaire. Il considère ne plus pouvoir tenir avec le poids de l'âge toutes les accusations qui ont été portées contre lui dans le cadre de cette affaire Grégory. Par ailleurs, peu de temps avant de mourir, il écrit un second livre de Combien d'injustices suis-je coupable? Et dans cette dernière lettre posthume, il persiste à dire que Bernard Laroche était innocent. Alors, qu'en est-il de l'affaire aujourd'hui, en 2025, près de 40 ans après la mort de Grégory? Il faut savoir qu'en 2017, Jacqueline et Marcel Jacob ont été arrêtés et inculpés pour avoir été l'un des corbeaux qui a menacé la famille. C'est-à-dire, encore par ces comparaisons d'écriture, on est arrivé à la conclusion que c'était, en tout cas, ce couple Jacob qui avait écrit une ou plusieurs lettres du corbeau. Ce qui se passe, énième erreur de procédure, ils sont libérés pour violation de la procédure pénale. Récemment, et c'est là qu'on parle de l'actualité de l'affaire Grégory, donc en octobre 2025, cette fois-ci, c'est Jacqueline Jacob seule qui est inculpée pour avoir écrit l'une des lettres qu'avait envoyé le corbeau à la famille Villemain dans les années 80. Grâce à l'intelligence artificielle et une technologie qu'on appelle la stylométrie. Une technologie donc qui mélange mathématiques et intelligence artificielle et qui est en mesure de comparer donc l'expression écrite de plusieurs personnes pour pouvoir définir qui est à l'origine d'une œuvre littéraire ou d'un courrier. Et donc, c'est grâce à la stylométrie que, cette fois-ci, les enquêteurs arrivent à interpeller de nouveau Jacqueline Jacob comme étant l'un des corbeaux qui aurait écrit les courriers menaçant la famille Villemain. Et cette fois-ci, elle est inculpée pour association de malfaiteurs. Alors nous allons certainement avoir dans les prochains mois l'un des premiers procès dans le cadre de cette affaire inculpant donc l'un des présumés corbeaux qui aurait donc harcelé la famille Villemain et potentiellement assassiné le petit Grégory. Alors aujourd'hui, d'après vous, quelle est la leçon à retenir dans cette affaire? Dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, sur le plan de l'amélioration de la procédure pénale et de la législation pénale, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises suite à l'affaire Grégory. Premièrement, une meilleure formation des juges d'instruction pour éviter les successions d'erreurs judiciaires qui ont eu lieu dans le cadre de cette affaire Grégory. Deuxièmement, l'encadrement de la garde à vue des mineurs. On l'a vu avec Muriel Boll. Il aurait fallu à ce moment-là, en tout cas pour être sûr des aveux
de Muriel et s'assurer que la procédure avait été bien appliquée par les gendarmes à ce moment-là, il aurait fallu en tout cas plus encadrer la garde à vue de Muriel, qui est le témoin principal dans cette affaire et qui, par la suite, s'est rétracté, accusant les gendarmes de subornation de témoin, à savoir de lui avoir mis la pression pour qu'elle puisse aller dans un sens de l'enquête. Aujourd'hui, vous savez, les gardes à vue de mineurs sont parfois filmés pour qu'on puisse s'assurer que la procédure a bel et bien été respectée. Et bien évidemment, un avocat est bien évidemment présent au moment de l'interrogatoire. Il faut savoir, petite anecdote, que les avocats de Muriel Boll, de la famille Boll, ont poursuivi les gendarmes dans cette affaire pour subornation de témoins. Et heureusement pour eux, l'affaire est allée jusqu'en cassation, mais ils ont réussi à obtenir un non-lieu. Ensuite, nous avons depuis cette affaire Grégory constaté une meilleure protection du mis en cause. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Christine Vilma était devenue la femme la plus détestée de France. Son arrestation a été filmée, tous ses faits et gestes ont été filmés. Quand elle s'habillait, quand elle s'habillait de manière assez, quand elle prenait soin de l'aide, quand elle prenait soin d'elle, l'opinion publique trouvait qu'elle était trop sexy, trop attirante. Quand elle pleurait, on trouvait qu'elle en faisait trop et que ça faisait d'elle la coupable. Enfin bref, tout ce qu'elle faisait était commenté au détail près par l'opinion publique grâce à tous les relais que faisaient les médias. Et du jour au lendemain, elle est passée de mère d'une victime à la femme la plus détestée de France. Aujourd'hui, il y a une meilleure protection du mis en cause, que ce soit sur le plan médiatique ou sur le plan judiciaire. Et enfin, on s'assure de nos jours quand même, en tout cas le procureur lui-même s'assure que ces déclarations à l'encontre du mis en cause soient mesurées afin que la présomption d'innocence soit toujours respectée. Donc, un mis en cause n'est pas un coupable, c'est un présumé coupable et le procureur doit s'assurer d'utiliser le conditionnel lorsqu'il met en cause la personne qui est inculpée. Voilà les détails de cette affaire qui est emblématique et on comprend que dans le cadre de cette affaire, qu'il est important de s'armer, en tout cas de personnes qui soient en mesure de nous accompagner lorsqu'on est face à la justice, parce que la justice peut être l'objet même des plus grandes injustices. Encadrez-vous, entourez-vous des meilleurs conseils, des meilleurs avocats. Et je vous rappelle que si vous avez besoin d'un conseil pour vos diligences judiciaires, n'hésitez pas à contacter notre cabinet. Je laisse un lien de rendez-vous Calendly en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Scandale et Justice.